Il est possible que vous ayez déjà eu, il y a peut-être un an, une première présentation de l'outil. Moi, je suis Nicolas Angelbert, responsable du numérique sur ce service, qui est un service public édité par le ministère de la Transition écologique. L'idée, c'est qu'on a récemment intégré des dispositions des sages dans cet outil, et donc c'était une bonne occasion de faire le point avec vous. On a des webinaires réguliers, donc là, la présentation que je vais faire là, c'est celle d'un webinaire qui a lieu chaque semaine et bientôt chaque 15 jours, dans lesquels tous les animateurs et animatrices de sages sont les bienvenus. Et donc, si jamais vous êtes intéressé là par l'échange, vous pouvez aussi en parler autour de vous, et il y a un Relatif lien à- pour, euh, pour participer, enfin, vos collègues, vos autres contacts autour des sujets de sages notamment. Donc ça dure 15-20 minutes. Et puis l'idée c'est de pouvoir en parler juste après. Si vous êtes d'accord, on garde les questions pour la fin. Vous pouvez les écrire dans le chat au fur et à mesure, en revanche. Comme ça vous évite de devoir vous en souvenir après. Euh, je ne sais pas si je vois le chat, mais je serais curieux de savoir qui parmi vous connaît déjà Envergo. Peut-être vous pouvez, enfin si vous voulez en 2 mots dans le chat dire oui je connais, non pas du tout. Euh, Et en parallèle, je vais commencer, comme ça on pourra discuter juste ensuite. Voilà. Alors, donc, comme je le disais, on est un service ministère de la Transition écologique. Globalement, c'est un service qui se, qui se destine aux acteurs de l'aménagement. On n'est pas sur des cas d'usage autres que l'aménagement, donc construction principalement et aménagement, de type habitat, tertiaire, agricole. Et donc, on s'est destiné globalement à la fois aux porteurs de projets, donc typiquement, ça va être des lotisseurs, des promoteurs, des agriculteurs éventuellement, et leurs maîtres d'œuvre, donc géomètres et architectes, mais aussi en face, à destination des services instruction et urbanisme, qui, eux, par rapport au sujet des règles environnementales, sont souvent peu outillés, peu formés et un peu perdus par moment. Donc l'idée, c'est de simplifier la compréhension des réglementations environnementales pour les projets de construction ou d'aménagement. Et l'enjeu du ministère, évidemment, c'est d'améliorer la prise en compte de cette réglementation dans un secteur qui, quand les acteurs sont comment dire, importants, économiquement solides, bah, en général, ils sont équipés de bureaux d'études, environnement, donc ils connaissent, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs beaucoup plus petits qui, dans le contexte du ZAN, notamment avec un peu la foire d'empoigne pour obtenir des parcelles même petites euh, et construire vite avant que les couperets tombent, bah, sont parfois un tout petit peu moins regardants sur les sujets de réglementation environnementale. Donc, l'idée, c'est de présenter le service. Là, je vais vous faire une démo très vite et puis de passer quelques petits moments sur un peu plus spécifiquement en quoi Envergo et les structures animatrices de Sage ont peut-être maille à partir ensemble. Et donc, on parlera données, on parlera de la façon dont les règles et les articles dans les règlements sont modélisés et une discussion sur la valeur d'utiliser le service dans vos liens avec les maîtres d'ouvrage avec qui vous êtes en contact. Voilà. Et puis, on échange juste après. Donc, le service. Qu'est-ce qui a motivé sa création? Si vous avez déjà eu cette présentation, on en a sans doute déjà parlé. En fait, c'est vraiment un sujet de respect réglementaire. On a observé dans un test qu'on a mené sur toute la Loire-Atlantique pendant plusieurs mois que 20 à 25% des projets qui seraient concernés par les seuils déclaration loi sur l'eau, IOTA, et qui donc devraient déposer un dossier de déclat ou au moins mener des études pour savoir s'ils sont concernés ou pas, 25% de ces projets ne font pas le nécessaire. Donc on est, comme je le disais tout à l'heure, plutôt sur des projets plus petits, avec des aménageurs qui n'ont pas de bureau d'études d'environnement, qui savent a priori pas qu'il y a des études à faire, typiquement en zone humide. Donc c'est typiquement souvent quand c'est des géomètres qui les accompagnent. Et donc ces projets-là vont avoir leur permis d'aménager qui est accordé, parce qu'au titre de la loi sur l'eau, le permis de construire ne peut pas être refusé. Sauf que s'il n'y a pas de contrôle par la police de l'environnement ensuite, eh ben, en fait, ils se font, il n'y a pas eu d'études et il y a une destruction potentielle de zones humides ou une construction en lit majeur, enfin des choses qui sont ce pourquoi le code de l'environnement est fait. Et donc au global, c'est à peu près 4,5% du rythme total national d'artificialisation des sols. Donc on est sur à peu près 1000 hectares par an au national qui sont faits en non-conformité potentiellement. Ça, c'est pour la loi sur l'eau et a priori pour les règlements de SAGE qui ont des seuils pour certains beaucoup plus bas, c'est peut-être beaucoup plus que 20 à 25%. Et donc l'idée d'Envergo, c'est d'intervenir à deux moments. Il y a vraiment deux pans du service.
Le simulateur qui, lui, a vocation à être utilisé en phase amont, en fait, par surtout l'équipe du projet, donc le porteur, le pétitionnaire et ses maîtres d'œuvre, donc pour planifier correctement, réglementairement le projet. Donc c'est ça que je vais vous démontrer tout de suite, enfin, je vais vous faire la démo. Et puis une autre partie, je reviendrai juste après aussi dessus, qui est l'avis réglementaire, donc là qui est un peu différent. Ça intervient au moment de l'instruction urbanisme. Donc le projet a été conçu, la demande d'autorisation d'urbanisme arrive sur le bureau de l'instructeur en collectivité. Et en fait, le service ADS, le service instruction urbanisme, peut nous solliciter pour avoir un avis réglementaire qui pourra être envoyé au porteur de projet. Et donc ça arrive un peu tard dans la vie du projet, mais on le prévient s'il a des obligations au titre, par exemple, du règlement de SAGE ou de la loi sur l'eau. Et on l'accompagne. Donc le simulateur, son principe est simple, c'est d'avoir peu d'informations à fournir et d'avoir des choses assez simples, mais en suivant, en accompagnant le porteur, en donnant à la fin, très simplement, la liste des réglementations, les études à mener, les procédures à suivre, les délais et les contacts de l'administration. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ça, on se connecte au site qui est accessible à tous, donc envergo.beta.gouv.fr. Pas besoin de créer un compte. Et les porteurs de projet peuvent donc simuler leur projet en phase amont. Donc, je vais prendre une adresse ici, ministère. Donc, on tape l'adresse, ça fait apparaître une suggestion, ça localise du coup le projet sur une carte. On peut le positionner plus précisément. Admettons ici qu'on est dans une extension d'un bâtiment agricole avec peut-être 1600 mètres carrés artificialisés et du bâti existant qui fait qu'à la fin, le projet va faire peut-être 3000 mètres carrés impactés. Donc c'est ça qu'on demande ici, les surfaces à prendre en compte. On rappelle bien que c'est tous les impacts au sol, donc bâti, voirie, espace vert, etc. Nouveaux impacts, donc 1600, et l'état final du projet en comptant l'existant et le nouveau, 3000. Et en un clic, ça donne une réponse qui va toujours avoir le même schéma, la liste des réglementations qui sont prises en compte dans Envergo, le statut du projet au regard de ces réglementations, et puis pour chaque réglementation, un détail. Donc ici, loi sur l'eau, on rappelle simplement, du coup, le projet est soumis, il y a un dossier à déposer, puis une marche à suivre un peu plus précise, qui va en général consister à dire, rapprochez-vous d'un bureau d'études, et qui fournit également les contacts de l'autorité administrative compétente, et qui rappelle les sanctions. Ça, c'est la vue d'ensemble pour la loi sur l'eau. Et l'idée, c'est qu'en fait, on zoome sur les rubriques une par une. Et ici, vous voyez que le projet est soumis non pas au titre de la 2150, donc avec le seuil de 1 hectare, non plus au titre de la 3220, au titre de la construction en lit majeur de cours d'eau, mais au titre de la 3310. Et donc, quand on clique, on a le détail qui donne le texte et le lien vers le texte légal, un texte pédagogique qui explique pourquoi le projet est concerné, qu'est-ce que c'est qu'une zone humide, par exemple, et comment on va mener l'inventaire. Et puis les cartes. Là, on fait remonter les cartes. Donc ici, en gros, la proximité d'une zone référencée fait qu'on considère qu'il est dedans. Il fait plus de 1000 mètres carrés, et c'est pour ça qu'il est soumis. Et c'est expliqué ici, plus de 1000 mètres carrés en zone humide référencée. Ça, c'est pour la loi sur l'eau, et en fait, on suit la même logique. Donc là, vous voyez, pour le règlement de SAGE, on va, en plus d'expliquer qu'il est interdit, citer le périmètre, le zonage du périmètre, et on récapitule. Ici, on dit qu'il est interdit parce qu'il est soumis à la loi sur l'eau et qu'il est dans une zone humide référencée dans ce périmètre de SAGE. On donne le contact de votre structure et on rappelle également les sanctions. Donc dans ce cas-là, ici, la rubrique, c'est la rubrique d'interdiction des impacts sur zone humide. Le lien vers le règlement qui va ouvrir dans un PDF le règlement détaillé. Et qu'on explique ici, c'est un projet soumis à la loi sur l'eau dans une zone humide et donc interdit. Et on remet la carte également. Je vais vous donner un exemple rapidement d'un autre SAGE. On va prendre le golfe du Morbihan, dans lequel là, alors ça fait pas mal de temps qu'on l'a pris en compte celui-là, il n'y a pas de seuil, c'est-à-dire dès 0 mètre carré, c'est interdit. Donc je vais prendre un exemple ici, admettons là. Je vais prendre un petit projet qui n'artificialise, mettons, que 400 mètres carrés. Et dans ce cas, donc, loi sur l'eau non, Natura 2000 non plus. En revanche, règlement de SAGE, on voit une action requise.
Donc ça, c'est intéressant. En fait, ces actions requises, on dit que c'est susceptible d'être interdit. Il y a des actions à mener. Et notamment, ici, il faut s'assurer que le projet n'impacte aucune zone humide. Donc ça, c'est à la charge du porteur de projet. Et quand on regarde en détail, on voit que le projet est effectivement dans une zone humide, alors potentielle. En fait, on est à proximité d'une zone humide potentielle. Et donc, l'inventaire terrain est obligatoire pour voir si, il y a une zone humide ou pas. On précise bien que même non inventorié, il est interdit de détruire toute zone humide. Donc, je vais me mettre peut-être dans une vraie zone humide pour que vous voyez ce qui se passe. Si je change la localisation du projet, là, c'est avéré, le projet est interdit. Des premiers mètres carrés, zone humide référencée, donc attends. Voilà. Ce que je veux dire juste sur le simulateur pour finir, donc c'est que on étend progressivement les réglementations prises en compte. Ça n'est jamais complètement, enfin, ça n'est pas encore exhaustif. Typiquement, par exemple, le défrichement, vous voyez, les enjeux de défrichement vont être progressivement modélisés. Et ce qui est important à avoir en tête, c'est que c'est un service informatif qui ne vaut pas position d'administration, ça ne remplace pas l'instruction, et ce ne sera ni créateur de droit à construire ou artificialiser, ni quelque chose qui va avoir toujours à 100% des cas raison et imposer par exemple une étude. Il y a des cas où on a eu par exemple des petites erreurs où la zone est artificialisée, on indique que c'est une zone humide potentielle et donc bah, bien sûr que non, il n'y a pas d'étude à mener, quoi. Donc c'est vraiment un service d'information qui se veut structuré et qui doit aider surtout à l'échange entre l'administration ou les structures animatrices et les porteurs. C'est un outil de pédagogie qui va structurer la réflexion et la discussion. Donc voilà pour le simulateur. Un mot sur les réglementations qui sont prises en compte. Donc vous avez vu un petit peu ici, côté loi sur l'eau. Donc impact sur zone humide, impact sur l'imageur et eau pluviale sont pris en compte. Ce sont les rubriques les plus fréquemment concernées par l'aménagement. Donc c'est pour ça que c'est celle-là qu'on met en avant. On mentionne de façon qualitative les autres rubriques qui peuvent être concernées, typiquement impact sur cours d'eau. On le prendra en compte plus tard. Ce qui va arriver en prochain, c'est les prélèvements en zone de répartition des eaux. Donc en Bretagne, je sais pas, j'ai pas trop échangé, je ne sais pas si c'est un vrai sujet, mais dans beaucoup d'autres départements, face à l'Atlantique et dans le Nord, c'est très important Oui, on n'a pas de zone de répartition des eaux, effectivement, en Bretagne. Ouais. en Bretagne. Et la 2150, pour information, je vais vous montrer aussi ça. On va avoir un outil qui va estimer le bassin versant. Donc aujourd'hui, on est obligé de faire l'hypothèse que c'est une erreur, mais que c'est globalement plat. Donc on va lever un drapeau à partir de 7000 ou 7500 mètres carrés, avec l'hypothèse qu'il y a 2000 ou 2500 qui sont peut-être interceptés. Mais il y a des cas où le projet va artificialiser 3000 et le bassin versant sera plus de 7000. Et donc ça, aujourd'hui, on ne le prend pas en compte dans le simulateur, mais ça va venir. Donc j'y reviendrai, si j'oublie d'en parler, je veux bien que vous me le rappeliez, parce qu'il y a un démonstrateur que je peux vous faire tester si vous souhaitez, si ça vous intéresse. Natura 2000, donc on a la liste nationale, tout projet soumis à IOTA est soumis à Natura 2000, et puis on prend dans les listes locales les enjeux qui articulent obligation d'évaluation des incidences avec projets soumis à autorisation d'urbanisme, PA, PC, DP, etc. On prend ça en compte. Impact sur zone humide et impact sur l'imageur. En Bretagne, je pense qu'il y a une rubrique impact sur zone humide et projets soumis à PA. Ensuite, évaluation environnementale, rubrique 39. Il y a d'autres rubriques qu'on prend en compte à la main dans nos avis réglementaires, j'y reviendrai, mais le simulateur prend en compte la 39 avec les seuils d'emprise au sol, de surface plancher et de terrain d'assiette. Espèces protégées, bah, c'est compliqué, c'est une dérogation, donc il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'opposabilité, donc on fait juste une mention et on le rappelle systématiquement. Et les règlements de SAGE, on est en train de prendre en compte tous les articles qui concernent interdiction de destruction de zones humides. Et ce qui va venir juste derrière, c'est la compensation également, en prenant en compte les SDAGE et les cas où les SAGE sont mieux disants par rapport aux SDAGE. Donc ça, c'était pour le simulateur. Je le rappelle, hein, la vocation, c'est qu'il soit utilisé en amont par le porteur ou ses maîtres d'œuvre, peut-être par vous également, en fait. C'est-à-dire dans les échanges en phase amont, c'est à notre avis un bon outil à tester, à utiliser et sur lequel appuyer la conversation avec le pétitionnaire. Et puis il y a l'avis réglementaire donc, qui arrive au moment de l'instruction d'urbanisme. Comment ça se passe? C'est un peu différent. L'idée, c'est plutôt de rattraper les projets qui n'ont pas vu leurs obligations au moment où ils arrivent sur le bureau du service urbanisme. Donc le pétitionnaire, bon, il dépose sa demande.
Ça arrive sur le bureau de l'instructeur urbanisme qui va faire son travail d'instructeur urbanisme et donc va instruire la demande au titre du code de l'urbanisme, du PLU, et va, en fonction de ça, éditer son arrêté. Sauf qu'en parallèle, il peut saisir Envergo, demander un avis réglementaire, envoyer donc, à l'équipe par un formulaire le CERFA et les pièces complémentaires. Et en fait, nous, en 3 jours ouvrables, on examine le projet et on va éditer un avis réglementaire qu'on va envoyer non seulement à l'instructeur qui nous a saisi, mais s'il est d'accord, également directement au pétitionnaire. Et donc cet avis, c'est en gros au départ un mail qui déclenche ce genre de message, qui va dire voilà, ministère de la Transition écologique, on a eu connaissance de ce projet. Au vu des infos qu'on a, c'est soumis à la loi sur l'eau. Et quand on descend dans l'email, en fait, il y a un lien qui est accessible et qui fournit comme ça un lien vers une page Envergo euh, qui rappelle les caractéristiques du projet, sa localisation, les informations qu'on a obtenues et qui va remettre le contenu, c'est le même contenu que le simulateur, mais d'une façon fixe, formalisée, avec les mêmes choses que ce que vous avez vu, les actions requises, etc. Avec la même mention de précaution qui dit que ça ne vaut pas position officielle d'administration, que c'est informatif. Donc on est vraiment sur un service un petit peu d'administration proactive qui détecte en amont et qui va prévenir proactivement le porteur de projet. Et puis surtout, une fois qu'il a reçu ce mail, en fait, quelques semaines après, on va le recontacter, s'assurer qu'il a bien reçu le mail, qu'il a bien compris, et on va l'accompagner s'il a des questions ou des incompréhensions sur, typiquement, le fait qu'il n'avait pas compris que ça n'est pas le PLU qui fait foi pour le zonage des zones humides, par exemple. On a ce genre de cas, on a des réponses où les porteurs vont nous dire non, non, dans le PLU ne figure pas de zone humide, donc je n'ai pas besoin de faire un inventaire. Ça, c'est là qu'on peut rappeler la, la doctrine, en gros, de la police de l'eau des DDT. Et donc là, aujourd'hui, ça fonctionne bien. On a, par exemple, je vous donne un exemple, on avait un bungalow, plateforme de traitement de déchets, 0,2 hectares en pleine zone humide. Il a reçu un avis réglementaire puisqu'il était soumis à déclat, loi sur l'eau et interdit au titre du SAGE. Donc, le porteur a réagi à l'avis, il nous a contactés pour comprendre. Il a également contacté l'animatrice du SAGE. Je ne sais pas si elle est présente. Et l'animatrice a confirmé les positions d'Envergo. La discussion a fait que finalement le projet a été annulé à cet endroit-là et le porteur a décidé de le mener ailleurs, mais il y aurait moins de contraintes. Donc aujourd'hui, nous, on a à peu près 8 à 10 projets par semaine qu'on arrive à remettre en conformité, c'est-à-dire faire mener des études, modifier le projet pour ne pas rentrer dans les procédures, des projets qui se déplacent ou qui se réduisent, ou des dépôts, tout simplement, dépôts de dossiers, dépôts de réalisation d'un cas par cas. On a récemment un projet qui a découvert qu'il qui était soumis au cas par cas et qui, du coup, a une étude d'impact à mener. Donc, c'est assez significatif. Ça représente à peu près aujourd'hui 5 à 6 hectares par semaine, le rythme qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas mal. 20 hectares par mois, on commence à être à 240 hectares par an de mise en conformité juste sur 16-17 départements. Donc, le potentiel, à mon avis, de transformation des pratiques est assez important. Donc, je le disais pour récapituler, c'est vraiment sur la verticale aménagement-construction. On n'est pas sur les activités, on n'est pas sur les manifestations. On ne va pas aujourd'hui être capable de traiter des cas particuliers de type parc éolien. En fait, c'est des choses qui sont très spécifiques et qui sont accompagnées en général pour lequel un outil numérique est peut-être un peu moins utile, puisqu'il y a des humains qui s'occupent de projets qui sont à des gros budgets. Donc, on va plutôt traiter la constellation de petits projets pour lesquels l'automatisation de l'information est intéressante. Donc, typiquement lotissement, agricole, bâtiment d'activité. Et puis, tout ce qui va être équipement sportif, camping, aire de stationnement, qui sont concernés par des rubriques particulières de l'évaluation environnementale. Ça fonctionne pour les avis réglementaires. On est capable de mettre des mentions particulières que le simulateur ne fait pas remonter parce que ce sont des chargés d'études. Ici, là, l'analyse, ce sont des chargés d'études humaines, humains, chez nous, les experts qui analysent les projets. Donc, je disais 17 départements. Voilà la carte des départements où on est en bleu foncé ouvert et en bleu clair en cours d'ouverture. C'était le tiers nord-ouest parce que c'est les zones avec beaucoup d'aménagements, beaucoup de zones fragiles et de zones humides, donc des vulnérabilités importantes, plus que dans des territoires de la diagonale du vide, par exemple, où il y a moins d'aménagement, donc moins de destruction, un rythme d'artificialisation plus faible.
Et enfin, parce que c'est une zone plus plane, et donc cette limite sur la 2150 pour la loi sur l'eau est moins critique. Aujourd'hui, sans l'estimateur de bassin versant, on ne peut pas opérer dans les Alpes, par exemple. Il y a beaucoup trop de projets d'une petite emprise qui ont un bassin versant énorme et pour lequel le simulateur devrait dire vous n'êtes pas soumis alors que c'est faux. Donc, on va ouvrir à partir de la deuxième moitié de 2024, là, enfin, dans les quelques mois qui arrivent, le simulateur de bassin versant et donc on pourra ouvrir l'ensemble du territoire. Ce qui est important à dire, c'est qu'on ouvre que quand la DDT nous soutient. C'est en fait la police de l'eau qui est un peu le déclencheur de dire ok, bah, le dispositif Envergo m'intéresse, ils nous donnent leur cartographie, ils nous donnent leur doctrine, et on configure avec leur contact et leur façon d'instruire département par département. Voilà pour le service. Et puis un mot peut-être sur la spécificité par rapport aux structures animatrices de SAGE. Donc, première chose dont je parlais, c'était les données. Bon, je pense qu'il y a maintenant sur la partie zones humides le Forum Marie-Atlantique qui centralise normalement beaucoup de choses. Je sais que GeoBretagne fait ce travail-là aussi côté Bretagne. Mais si ce n'est pas le cas, c'est une opportunité de plus en fait de valoriser les inventaires de zones humides potentielles et effectives que vous avez fait, que vous faites en continu. Donc typiquement, vous voyez dans les cartes, ça remonte en bleu clair quand c'est une zone humide potentielle, en bleu foncé quand c'est une zone humide avérée. Pour les modules loi sur l'eau, Natura 2000 et règlement de SAGE. Et puis il y a également une dimension des cartes qui sont, quand elles sont approuvées au règlement, quand elles sont mentionnées dans les articles en fait, où là on va les faire remonter en indiquant bien que ce sont les cartes réglementaires qui correspondent au règlement signé par le préfet, quoi. Et donc là, elles remontent en noir dans ces cas-là. En revanche, on est également preneur de données de zones d'expansion de crues pour la définition des limageurs, et ça, c'est peut-être un peu moins centralisé. En Bretagne, ce n'est pas le cas, c'est très bien référencé, mais il y a des départements où les DDT sont très très peu outillés en SIG et où en fait elles examinent les projets, les dossiers loi sur l'eau plutôt avec le regard humain, et donc elles ont peu de cartes à nous fournir. Et les sages ont parfois, eux, des cartes de ZEC. Donc on est preneur de ça aussi pour les valoriser dans le simulateur. Voilà pour les données. Alors, je pense que vous avez été en contact avec Hugo, notre cartographe, qui a dû vous solliciter pour avoir les données les plus récentes ou clarifier un point sur l'interprétation du règlement dans cette démarche de données. Je le disais sur les règlements de SAGE, donc la modélisation des règles. Donc on a l'interdiction d'impact sur zone humide qui est en cours de prise en compte. Aujourd'hui, toute la Bretagne est intégralement traitée. Si vous voyez des erreurs ou des approximations, n'hésitez pas à me prévenir. Vont arriver les règles de compensation zone humide, et puis juste derrière le sujet plan d'eau, qui est en fait assez intéressant quand même dans les sujets d'aménagement. Il y a souvent des créations de mares ou des destructions. Et donc ça, c'est la partie, c'est les différents types de règles qui vont être prises en compte. Et sur le sujet interdiction, deux mots. En fait, le fait de voir toutes les règles de SAGE au niveau national sur les sujets d'interdiction de zone humide, c'est assez intéressant. Ça permet de voir comment c'est modélisé en fait par les différentes clés. On sent des logiques régionales avec la capillarité d'un bassin à l'autre où les textes sont un peu repris. En gros, il y a, je dirais, trois paramètres. Premièrement, la portée de la règle. Est-ce que l'interdiction s'applique uniquement au projet IOTA ICPE ou à tout projet? Et dans ce cas-là, c'est plutôt un seuil qui est fourni. Et en général, ce seuil, il est de 0 m². On voit de certains sages où le seuil est à 30 m² ou 100 m². C'est intéressant. En Bretagne, c'est soit 0 m² tout projet, soit projet IOTA. Et donc, dans ce cas-là, quand c'est soumis à IOTA, on voit que bah, si le projet est loi sur l'eau, il va être interdit. S'il est action requise au titre de la loi sur l'eau, il va se retrouver à vérifier dans le règlement de SAGE, c'est-à-dire au fond l'action du porteur par rapport au SAGE, c'est de se demander si le projet est soumis à la loi sur l'eau ou pas, en fait. Et quand il est non soumis à la loi sur l'eau, à ce moment-là, il est non soumis au règlement de SAGE. Ça, c'est la partie du cas où quand la règle dit projet soumis à IOTA. Ensuite, il y a la dimension cartographique, donc soit, comme je le disais plus tôt, la présence d'une carte approuvée dans le règlement ou non. Et dans ce cas-là, c'est l'inventaire terrain qui fait foi. En fait, quand il y a une carte approuvée dans le règlement, ça va apparaître en noir. Quand il n'y a pas de carte dans le règlement en tant que tel, bah, c'est l'inventaire terrain qui va faire foi et on va préciser, toujours pareil à titre informatif, en fait, les zones référencées et les zones potentielles. Mais dans toute la Bretagne, en fait, un point qui se retrouverait hors d'une carte zone potentielle
serait considéré quand même comme en action requise. Je vais vous montrer. Alors, j'essaie de retrouver le cas là. Euh, Ici, typiquement. Donc là, je vous avais montré ce cas où le point est proche zone humide potentielle et zone humide avérée. Si je m'éloigne et que on n'a pas de carte ici, on ne va pas pour autant considérer qu'il n'est pas soumis. En gros, action requise. Donc c'est vraiment important à avoir à l'esprit. Là, vous voyez, le point, il est hors des cartos. On lui dit quand même, et je pense que ça, on va l'améliorer parce qu'il y a des porteurs qui ne comprennent pas, on lui dit quand même qu'il est dans une zone humide potentielle. En fait, on considère que tout le département est une zone humide potentielle en termes de carte. On ne l'affiche pas, mais toute zone est susceptible d'être une zone humide. Et donc, on nous dit, la recherche de zone humide se fait par une étude de terrain, faite par un BE. Les cartographies servent d'alerte, mais elles ne sont pas plus une indication. Et enfin, il y a souvent des exceptions dans les articles et dans les règles. Donc ça, on les fait figurer avec un texte, en fait. On ne va pas poser la question, est-ce que le projet est soumis à DUP, enfin, et bénéficie d'une DUP, est-ce qu'il s'agit d'une extension de bâtiment agricole? On fait ça pour ne pas complexifier le simulateur. En revanche, on mentionne systématiquement avec un paragraphe de texte les exceptions. Et là, vous en avez un exemple. L'intérêt, c'est que ça permet de remettre un lien vers le règlement complet du PDF en disant, en fait, regardez le texte. Là encore, Envergo sert à structurer la réflexion, à lever un drapeau et à outiller le pétitionnaire pour regarder de plus près les textes et les contacts des gens dont il doit se rapprocher pour savoir si son projet est concerné. Voilà, et puis du coup, et ça va ouvrir la conversation, moi je pense que c'est bien que vous sachiez qu'Envergo existe, déjà parce que peut-être vous avez envie de l'utiliser auprès des interlocuteurs que vous avez, donc ça permet à mon sens d'appuyer l'argumentaire en fait de la règle de Sage. Quand c'est sur un site ministériel et qu'on voit règlement de Sage au même niveau que loi sur l'eau, évaluation environnementale, qui sont un peu plus connus, en fait ça met l'opposabilité du règlement comme un texte parmi d'autres en fait. Et puis ça structure parce que c'est cette logique de rubrique avec les différents niveaux, soumis, action requise, non soumis. Et donc on espère que cette façon de faire apporte de la clarté. Ça c'est si vous le diffusez, si vous l'utilisez. Je vais juste mettre un mini mot sur le fait que dans une simulation, en fait, vous pouvez vous faire le simulateur et après vous cliquez sur cette icône, vous copiez le lien et vous pouvez envoyer par mail ce lien qui a été copié. Et ça fait que votre interlocuteur, quand il va recevoir ça et qu'il va cliquer, il va arriver sur exactement la même page. En fait. Donc c'est une façon de collaborer autour de la même simulation. Il y a des gens qui préfèrent l'imprimer, alors vous pouvez l'imprimer, hein. Mais le mieux c'est d'être sur la page dynamique. Euh, et, et voilà. Donc c'est la fonctionnalité de partage sert à ça. Donc ça, c'est si vous décidez d'utiliser. Et puis surtout, vous allez voir a priori des contacts entrants euh, qui ont découvert leurs obligations au titre du SAGE parce que peut-être ils ont utilisé le simulateur ou parce que la mairie ou le PCI où se trouve le service ADS a sollicité un avis réglementaire et du coup, le pétitionnaire a reçu un avis réglementaire et voit votre contact et du coup se pose la question. C'est comme l'histoire de la plateforme de traitement de déchets dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc là, à ce moment-là, vous aurez une demande entrante et Envergo aura été le vecteur par lequel vous êtes contacté. Voilà, je vous remercie. C'était plus long que prévu, mais j'espère que ça vous a intéressé et on peut discuter. Je vais garder mon écran partagé si je dois vous montrer des choses. Alors, je vois plein de questions. Donc, c'est bien. Déjà, les réponses initiales, je vois qu'il y a des gens qui connaissaient et d'autres pas du tout. Donc, je suis content que ça vous soit l'occasion d'en entendre parler un peu plus précisément. Les questions ensuite. Alors, pourquoi ne tient pas compte des règlements des PPRI? Alors, ce serait super. De la même façon, ce serait super de prendre en compte les PLU. Euh, PPRI, ce serait éventuellement possible, mais en fait, plus on rentre dans la maille locale, et déjà, règlement de SAGE, c'est un sacré morceau puisqu'il y en a des centaines, plus c'est compliqué pour nous de le modéliser. En fait, il faudrait qu'on numérise, tous les PPRI ne sont pas numérisés, il y a des règles spécifiques. Donc, aujourd'hui, on a considéré qu'on restait au stade de ces quatre réglementations-là, loi sur l'eau, règlement de SAGE, etc. Ça viendra peut-être.
Mais, voilà, on est plutôt sur les textes à portée nationale. Euh, et les PPRI en général sont extrêmement regardés aussi par les services ADS qui connaissent bien les contraintes et dont l'instruction permis de construire, permis d'aménager est la vocation aussi, c'est de tenir compte des PPRI. Donc il y a moins de trous dans la raquette sur les PPRI qu'il y en a sur la loi sur l'eau. En fait. Le sujet loi sur l'eau et règlement sage, le vrai problème, c'est que ils sont pas comment dire, répercutés dans les PLU, en fait. C'est rare. Alors, il y a des intercos qui intègrent, qui font des zonages zones humides, qui veulent faire attention à tout ça. Mais le texte Code de l'environnement, loi sur l'eau, il s'applique indépendamment des codes de l'urbanisme. Règlement de Sage, on a le même sujet. Seuls les PLU qui ont intégré les dispositions enfin, les PLU et les SCOT qui ont intégré les dispositions des sages et des règlements de Sage euh, sont le vecteur pour refuser un permis de construire, par exemple. Mais le règlement de Sage reste applicable à un projet, même si le permis de construire est autorisé, enfin, est octroyé au titre du Code de l'urbanisme. J'espère que ça répond à la question pour la partie PPRI. Votre question, Madame Leclerc, sur les projets ayant un impact ou une emprise au sol. Alors oui, en fait, alors, il faut qu'on améliore ça, mais aujourd'hui, on peut tout à fait aussi prendre des projets de rénovation urbaine. Je vais vous montrer un exemple. En fait, il suffit de dire que, admettons que là, vous voyez le bâtiment qu'on voit ici, il soit refait. On était sur un R plus 0 et on passe à un R plus 5. Donc c'est une tour qu'on construit sur la même emprise. Dans ce cas-là, les impacts au sol vont être de 0. En revanche, l'emprise, elle, l'état final du projet, c'est, mettons, 1200 mètres carrés. Admettons que ce soit 3000 même, si c'est une grosse base. Donc, nouveaux impacts 0 parce qu'on n'artificialise rien. Par contre, l'état final du projet, c'est l'état initial. Et dans ces cas-là, il peut y avoir parfois d'autres questions qui se posent. Donc ici, c'est ici, en fait, bah, la question qui se pose ici, enfin, ça ne change rien ici, en fait. Mais je vais vous prendre un exemple, je pense, s'il y a un cas plus grand. Il faut que j'aille un peu plus haut. Je pense que si je fais un hectare ici, voilà. Il arrive, en fait, quand on commence à avoir des projets de plus grande surface, qu'on pose des questions complémentaires. Et là, c'est pour gérer les sujets de la rubrique 39. Donc, si l'emprise au sol du projet dépasse un hectare, par exemple, ou si le terrain d'assiette dépasse 5 hectares, ce ne sera pas le cas ici, admettons, mais on va avoir des rubriques des bâches environnementales qui s'activent. Donc ça, c'est sûr que c'est encore un petit point faible du simulateur, mais les cas de rénovation urbaine on- enfin, sont, en théorie, on peut les prendre en compte. Sur la réglementation espèces protégées, bah, c'est un point que j'ai mentionné rapidement. En fait, euh, on ne peut que mentionner, en fait, le rappel que tout projet qui détruit ou perturbe une espèce est interdit par défaut, ne peut être autorisé qu'à condition d'obtenir une dérogation. Il y a des cartographies, la base CARAB, qui va faire des zonages par type d'espèce. Et donc, on pourrait juste, à titre informatif, dire attention, vous êtes dans une zone où il y a potentiellement des chiroptères ou des batraciens. Sauf qu'en fait, il peut y en avoir hors des zones, c'est un peu comme pour les zones humides. Et donc, ce serait un peu dommage de trop rigoureusement modéliser le sujet espèce protégée, puisque ça ferait sortir de la logique de dérogation, en fait. Donc, la réglementation espèces protégées, on la mentionne, mais c'est difficile de la modéliser dans un simulateur. Voilà, peut-être vous voulez prendre la parole en direct et réagir à l'oral. Moi, en fait, si vous n'avez pas d'autres questions, on va discuter. Moi, je suis curieux de savoir si ça vous semble. À ce stade. Est-ce que vous avez des remarques ou des observations? Ça peut être une question très directe, hein, c'est est-ce que là, suite à la démonstration, vous avez envie de le tester et peut-être de l'utiliser dans vos liens avec les pétitionnaires les moins sachants, en fait, qui découvrent les sujets zones humides, par exemple. Ça doit arriver.
Bonjour, j'aurais une petite question. Frédéric Levet, moi je suis chargé d'annuler la politique de gestion intégrée des eaux pluviales sur l'agglomération de Saint-Brieuc. Moi j'avais une petite question par rapport à justement un petit peu la finalité en fait par rapport à l'accompagnement que vous pouvez porter aux porteurs de projets. Et dans le petit tableau, le petit logigramme que vous indiquiez tout à l'heure, en fait, on avait en fait voilà, une approbation en fait, une réponse de l'URBA, donc avec un délivrance éventuellement d'un PC ou d'un PA. Et puis après, voilà, un accompagnement qui était fait sur la continuité de la réglementation justement sur des dossiers bois sur l'eau. Et quel suivi vous opérez derrière si par exemple le pétitionnaire fait un peu le mort et donne pas trop suite à vos relances, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bonne question. Euh, alors, je dirais déjà, donc, au global, 90% des pétitionnaires qu'on contacte euh, finissent par se mettre en conformité. Enfin, ceux qui n'étaient pas déjà conformes. Donc, il y a 90% de mise en conformité pour les projets qui ont des mesures à prendre. Euh, les 10% qui restent, très concrètement, la DDT peut être prévenue. Ça dépend ça dépend de ce que la DDT souhaite. Et on le fait avec précaution, mais sans trembler, parce qu'en réalité, on est dans enfin, on a vérifié juridiquement hein, ce sujet-là. En fait, on est sur l'obligation d'échange d'informations entre administrations pour la réalisation de leur mission de service public. Et donc, en fait, la connaissance qu'un projet serait potentiellement en train d'être illégal, ben, il y a presque une obligation de l'agent, en fait, de prévenir l'autorité compétente. En fait, on est sur un cas assez similaire, si on n'existait pas, à un service urbaniste qui est au courant, enfin, qui connaît les rubriques, qui connaît les seuils d'entrée en procédure, et qui a la question enfin, qui voit un projet auquel il ne peut pas s'opposer au nom de la 2150, par exemple. Enfin, le pétitionnaire n'a pas coché la case pour dire oui, je suis soumis à déclaration d'IOTA. Le permis de construire doit être octroyé. On ne peut pas s'opposer à une demande d'autorisation d'urbanisme au nom de la loi sur l'eau. C'est séparé. En revanche, normalement, l'agent doit prévenir la DDT, doit signaler que ce projet a l'air d'être soumis à loi sur l'eau et ne le sait pas. Donc on est sur cette espèce de zone-là, sachant que ce n'est pas la vocation principale. Le gros des efforts, il est sur finalement une sorte plutôt d'accompagnement amont, puisqu'on est informatif, on est dans une logique de service. Et d'ailleurs, très concrètement, hein, les pétitionnaires, euh, en gros, il y a des pétitionnaires qu'on appelle qui connaissaient leurs obligations. Ceux-là sont surpris, mais sont finalement très contents qu'un service public les contacte proactivement pour dire attention, vous êtes soumis à ça. Ils disent je le savais, mais tant mieux, ça veut dire que ceux qui ne le savaient pas vont être prévenus aussi. Moi qui fais les efforts, je suis content de savoir que ceux qui font moins les efforts et qui du coup sont moins disants sur les prix, sur la qualité du projet, etc., soient prévenus. Et ceux qui sont prévenus et qui n'étaient pas au courant, au début, ça peut effectivement être un peu surprenant, ça peut presque un peu. Alors, il y a des gens qui râlent, hein, il y a des gens qui disent mais parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, ils ne savaient pas qu'il y avait d'autres procédures qui n'étaient pas toutes portées par la procédure urbanisme. Sauf qu'en fait, on explique la vocation, on explique les risques et on présente le simulateur. C'est-à-dire que ces gens-là reçoivent un avis réglementaire trop tard. Donc ça leur demande peut-être de faire une étude en urgence ou de reprendre le projet dans le pire des cas. Sauf que derrière, ils ont le simulateur pour que le coup suivant, ils puissent, en début de projet, rentrer le projet dans le simulateur et savoir ce qu'ils ont à faire. Et donc, typiquement, dans les départements où on est les plus implantés, notamment le 44, on parle aux unions professionnelles des géomètres, à l'ordre des architectes, à tous les bureaux d'études, en fait, et ils ont complètement pris le pli. On a un taux d'usage qui est énorme. Et même, j'irais jusqu'à dire, le prix de la. Ça, c'est un effet un peu négatif pour les aménageurs. Mais le prix de l'étude zone humide a augmenté parce que les BE environnement qui font des études zone humide, pendant un temps, n'ont pas réussi à suivre. Et ils ont embauché pour pouvoir répondre à la demande, qui, à notre avis, est en grande partie déclenchée par le dispositif embargo. Ça répond à votre question? Oui, 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 tout à fait. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les zones humides pendant une période, et maintenant je suis sur la partie pluviale, mais effectivement, moi, ça m'interpellait un petit peu sur
justement finalement une multiplication voilà, d'études complémentaires zone mid pour finalement n'importe quel projet en fait ça enclenche en fait un diag zone mid pour tout projet en fait. Alors, pas n'importe quel projet. Sur la partie loi sur l'eau, c'est déjà plus de 1000 m² d'impact quand même. Sur la partie règlement de sage, oui, potentiellement, effectivement. Et ça, c'est tout à fait une surprise pour les aménageurs en général. Ils disent, mais ce serait à la commune de faire les inventaires, pourquoi c'est à moi de faire porter? Sauf qu'on est, alors les animateurs de stage vont le dire mieux que moi, mais on est sur un sujet quand même, 80% des zones humides ont été détruites en 60 ans, et donc c'est très clé, quoi. Mais après, ça va aussi dépendre des territoires. On est sur un territoire où il y a eu des inventaires qui ont été poussés pendant pratiquement 10 ans pour couvrir le territoire d'inventaire, cours d'eau, zone humide, tout un référentiel hydrographique assez précis et qui a demandé beaucoup de discussions avec le monde agricole, avec les collectivités. Et du coup, il y a peut-être sans doute après des surprises des porteurs de projets de revoir en fait devoir refaire en fait des inventaires humides alors qu'il y a eu un travail déjà conséquent auparavant en fait. Ouais, je comprends. C'est là le. Alors ça, c'est pour ça que je mentionnais que c'est vraiment c'est la doctrine des DT qui va faire foi sur le sujet inventaire systématique ou pas. C'est des choses qui sont réajustables, hein. Je pense qu'il peut y avoir un travail fait avec les services de l'État dans un département pour dire, bon, là-dessus, on peut ne prendre que les zones FMA, par exemple. Le référentiel national qui arrive a cette vocation-là. Là où je mets un point de prudence d'éco, en revanche, enfin, de la même façon de ce que nous disent les services déconcentrés, c'est que l'inventaire national qui pourrait être amené à faire référence, pour la profession agricole, par exemple, il la considère beaucoup trop étendue. Et pour les services instructeurs, police de l'eau, ils ont plutôt l'observation qu'il y a énormément de zones qui sont des zones humides qui ne figurent pas dans ces inventaires. Donc on est sur c'est une tension qu'on connaît aujourd'hui très très forte, hein, sur le niveau de contraintes à apporter. Donc, Ouais, mais ça, effectivement, ça va être propre à l'historique de chaque territoire en fait. exactement. Merci. Merci. Alors, je vois d'autres questions dans le chat. Alors, Madame Bernizet, souvent les mairies renvoient les porteurs de projets vers notre structure de BV. Cet outil va bien nous décharger. Voilà, super. Euh, et oui, en fait, on communique systématiquement via les DDT et en direct auprès des grosses EPCI. Alors, c'est plutôt les EPCI, hein, que les mairies, mais ça va dépendre des cas. En fait, on communique à tous les centres instructeurs. Donc, tous les centres instructeurs savent qu'on existe. On a aujourd'hui à peu près 65% des EPCI, des centres instructeurs en EPCI qui nous utilisent, ou qui nous ont utilisés au moins une fois. Donc la connaissance est là. Après, vraiment, l'environnement fait un peu peur au centre ADS souvent, et donc eux, ils se posent surtout la question de l'évaluation environnementale et de Natura 2000 quand ils sont concernés par leur commune. Le sujet loi sur l'eau passe un peu plus au-dessus de leur tête, en fait. Et c'est pour ça qu'on intègre l'évaluation environnementale, c'est pour qu'en fait, quand l'instructeur nous saisit, en fait, sa question, souvent, elle est autour de la rubrique 44, de la rubrique 39. Est-ce qu'il doit demander la preuve qu'il y a une étude cas par cas qui a été faite, hein, il demande également un cas par cas. Et, euh, et à l'occasion de l'examen du projet, on découvre un sujet loi sur l'eau. Et c'est comme ça que la mise en conformité se fait, en fait. Voilà. Je vais également vous montrer, si vous êtes d'accord, le démonstrateur de bassin versant. Vous allez me dire si vous souhaitez que je vous le communique. Donc là, c'est un petit module pour l'instant qui n'est pas encore intégré dans le simulateur accessible à tous. L'idée, c'est pour éviter les cas où on a un bassin versant important et un petit projet qui ferait que même si le projet fait 2000 m², bah, il intercepte peut-être 1 hectare de bassin versant et donc il est soumis à la loi sur l'eau. On a fait une sorte d'estimateur de bassin versant, donc je vais vous montrer rapidement. En fait, ça marche comment? C'est pas encore intégré, mais c'est pour tester, de savoir si on a envie de l'intégrer plus tard. Je prends un projet qui pourrait être ici, par exemple. Donc, vous voyez, dans une pente. Euh, et en un clic, je vois juste la validation. Et donc, ça calcule le bassin versant intercepté potentiellement à cet endroit-là. Donc, ici, ça dit 0 m².
Donc, si ce calcul était correct et qu'on l'intégrait, on dirait, bah, en fait, le simulateur, un projet qui est entre 0 et 7000, on lui dirait qu'il n'est pas soumis. Entre 7000 et 10 000, on lui dirait, attention, action requise, il faut quand même vérifier, parce qu'on ne sait pas, parce qu'ici, on estime que c'est 0, qu'il n'y a pas des choses à vérifier. Et puis, bah, bien sûr, s'il dépose plus de 10 000, il serait soumis. Et si je me mets dans une zone un peu plus vallonnée, ici, par exemple, là, en revanche, vous voyez, donc là, la grille en violet, c'est l'estimateur, c'est une grille précalculée, hein, 15 000 mètres carrés. Et donc là, en fait, on dirait un projet dès qu'il fait 1000 mètres carrés, potentiellement il intercepte 15 000, on lui dirait attention, action requise. Vous devez faire une étude de bassin versant pour voir si vous interceptez pas trop par rapport au seuil de 10 000 mètres carrés. Bon, voilà. Donc cet outil-là, est autoportant. Il y a un lien vers un document d'explication qui explique un peu plus comment ça fonctionne et comment vous pouvez le tester. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez mettre votre mail dans le chat. Et puis je vous le fais parvenir. Nous, ça nous intéresse que vous le testiez à différents endroits. Aujourd'hui, il est disponible surtout dans le Finistère, enfin, uniquement Finistère et Isère, mais pour voir s'il n'y a pas des cas particuliers qu'on prend mal en compte ou des estimations qui sont farfelues. Et avec votre retour, ça nous permet de l'améliorer avant de l'intégrer définitivement dans le simulateur. Voilà, de mon côté, j'en ai fini. Parfait. Ben, merci beaucoup. Et puis bah, n'hésitez pas si vous avez envie d'avoir le contact de Nicolas pour des questions à passer par Charlotte ou par moi pour faire le lien effectivement. Bah, merci à tous et puis bonne journée. Bonne journée. Merci de votre participation. Bonne journée.